Écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Euh, bon, voilà, je commence cette séquence par vous souhaiter également une très belle année 2022, hein, tout encore possible tout le mois de janvier. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré au lancement du WeClub Économie Bleue entre WeSeed de Transition et la joint venture réunissant les pôles mer Bretagne Atlantique et Méditerranée. Vous êtes un peu plus de 160 inscrits à ce webinaire, donc signe que le sujet interpelle et intéresse. Je vois que ça arrive régulièrement, là, donc on est pour l'instant un peu plus d'une cinquantaine autour de la table. Pour ma part, donc, je suis Sébastien Kahn, chargé de mission, chargé de développement pardon, au sein du pôle mer Bretagne Atlantique, notamment en charge des relations avec les PME et de l'animation du club partenaire, dont d'ailleurs fait partie WeSeed Transition. Enfin, je copilote également les relations internationales du pôle. Durant l'heure que nous allons passer ensemble, nous aurons l'occasion de vous fournir toutes les informations nécessaires sur cette initiative et les acteurs qui en sont à l'origine. Alors, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Frédéric Poignant, directeur du pôle mer Méditerranée, et donc nous serons également les maîtres du temps. Interviendront également au cours de ce webinaire Romain Baronnet, business developer chez WeSeed Transition, et Marc Augustin, président de la société Dianosic. Alors, nous avons organisé ce webinaire en 3 temps. Un premier temps au cours duquel Frédéric et moi-même planterons le décor, nous expliquerons qui nous sommes et pourquoi cette initiative. Dans un deuxième temps, Romain Baronnet vous présentera WeSeed et surtout le WeClub Économie Bleue, suivi d'un temps de questions-réponses. Enfin, dans ce troisième temps, nous partagerons le retour d'expérience de Marc Augustin dans le cadre du WeClub Santé, qui est le premier à être mis en place. Voilà, nous conclurons ce webinaire par une dernière séquence de questions-réponses et les prochaines étapes de la mise en place de ce WeClub Économie Bleue. Je profite également de cette introduction pour rappeler quelques points pratiques. Donc, ce webinaire est enregistré, vous pourrez le revisionner par la suite. Vous recevrez également une copie de la présentation. Et puis, donc, pour poser vos questions, vous avez un bouton dédié. Donc, merci d'utiliser pour communiquer vos questions. Quelques mots, voilà, pour commencer, je propose de vous rappeler ce qu'est un pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité, pardon. C'est une politique qui a été initiée par l'État en 2004 pour créer des écosystèmes thématiques publics-privés centrés sur l'innovation et le développement de la compétitivité au cœur des territoires et des régions. Cette politique a permis de créer des réseaux solides, structurés, d'excellence scientifique et technique, où se construisent des collaborations durables entre les différents acteurs. Un pôle de compétitivité a donc vocation à soutenir l'innovation. Il favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et de développement. Il accompagne également le développement et la croissance de ces entreprises membres grâce notamment à la valorisation et à la mise sur le marché des nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats de projets de recherche. Il y a aujourd'hui 54 pôles de compétitivité en France, réunissant 20 000 entreprises et laboratoires ou établissements d'enseignement supérieur. Les deux pôles mer font un peu figure d'exception avec une initiative originale au travers de la création d'une joint venture dont Frédéric va maintenant vous parler. Frédéric, c'est à toi. Merci Sébastien. Vous m'entendez bien, c'est bon? Pour compléter ces propos introductifs, je voulais vous donner quelques chiffres qui illustrent un petit peu la force du réseau des deux pôles mer. En fait, ensemble, les pôles, c'est près de 854 membres cumulés, alors des membres industriels, des startups, des PME, des grands groupes, des ETI, également des membres académiques, des acteurs de la formation. C'est également à peu près, un petit peu moins de 2000 projets labellisés par les pôles. On parle de projets d'innovation uniquement dans ce chiffre. Il y a également des projets structurants et des labellisations qui sont couramment et des formations qui sont couramment labellisées. Donc
on voit un petit peu le spectre de nos interventions et de notre capacité à mobiliser nos réseaux. Si je me concentre un petit peu au niveau des budgets que ça représente, ces projets d'innovation, c'est près de 2 milliards d'euros de budget cumulé qui ont été mises en œuvre depuis la création des pôles en 2005 pour près d'un tiers de cofinancement public obtenu. Si on peut passer à la diapositive suivante. Donc je voulais aussi en préambule vous préciser que avant même la création de la JV, les deux pôles ont toujours su développer des coopérations et finalement une coordination assez forte, c'est historique. Dès leur création, on a travaillé ensemble, on partage une feuille de route commune en matière d'innovation, en matière d'enjeux, de périmètre, d'objectifs. On se concerte très régulièrement, en fait au moins une fois par mois, par exemple pour l'instruction des projets d'innovation ou pour certaines missions à l'international, et je pourrais continuer la liste assez longuement. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, en 2001, on s'est dit que il fallait peut-être se donner davantage d'ambition dans notre création, dans notre collaboration, et finalement, on a décidé de créer une structure associative commune qu'on a appelée la JV des pôles mers. Alors, elle a des objectifs que vous pouvez lire clairement sur la slide, mais disons ce qu'il faut comprendre, c'est que cette JV, c'est un outil supplémentaire pour servir l'innovation maritime qui est au service des deux pôles, qui va leur permettre finalement d'avoir une action au-delà même de leur territoire d'origine, les deux façades que sont la façade atlantique et la façade méditerranéenne. C'est en quelque sorte une nouvelle impulsion dans notre collaboration qui nous permet d'allier la force de nos réseaux, de porter l'intérêt de nos adhérents au-delà, comme je le disais, de nos territoires respectifs, de faire levier en matière de lobbying, parce que à deux, on est beaucoup plus fort quand on se coordonne pour faire remonter les besoins de nos membres auprès des instances gouvernementales, nationales, européennes. Et puis également, c'est le lieu où en tout cas, c'est une structure qui va nous permettre, et là on en vient directement à Lucide, qui va nous permettre de mettre en place de nouvelles actions et de nouvelles initiatives partagées avec des services additionnels par rapport aux services que peuvent de façon courante proposer les pôles de compétitivité à leurs membres. Et en fait, ça part du constat que c'est quelquefois plus pertinent de faire ensemble dans une structure commune que de faire la même chose en parallèle dans chacun de nos pôles. Donc ça, c'est vraiment la raison d'être de cette JV. Si on passe à la slide suivante, et vous inquiétez pas, je vais pas être beaucoup plus long que ça. Je pense qu'il faut laisser le temps au cœur du sujet. En fait, ce qui nous a motivé dans cette collaboration avec Lucide, c'est finalement de concrétiser dans un premier dispositif, d'incarner la JV, et le partenariat qui nous était proposé nous paraissait des plus intéressants. Pourquoi plus intéressant? Parce que finalement, c'est directement un outil de financement participatif original qui est proposé à nos membres, ce qui était jusqu'à présent, vous le verrez à la suite de la présentation, des modalités que l'on n'avait pas en magasin dans chacun des pôles. Et puis la JV aussi, ça nous permet du coup d'avoir un sourcing élargi pour trouver les entreprises qui peuvent être intéressées par le service, mutualisé avec une visibilité nationale. Voilà, je vais pas vous en dire plus, et je crois que je vais laisser la parole à Romain qui va sans contexte nous en dire un petit peu plus sur Lucide et sur la proposition de valeur qui vous est décrite aujourd'hui. Merci Frédéric. La parole est à toi, Romain, et Frédéric, merci de couper ton micro en attendant. Je te laisse la parole, Romain. Merci beaucoup pour cette introduction, effectivement, Sébastien et Frédéric. Je suis moi-même ravi de voir effectivement qu'il y a beaucoup de participants qui nous ont rejoints, et ravi aussi de pouvoir présenter ce partenariat avec les pôles mers que j'ai eu. Alors, je dois connaître un certain nombre d'entre vous, que j'ai eu l'occasion de bien connaître moi-même, puisque j'ai été administrateur longtemps du pôle mer Bretagne-Atlantique. Alors, maintenant que j'ai rejoint Lucide, effectivement, ce partenariat, en quoi il consiste? Alors, d'abord, une présentation sur Lucide. Lucide,
C'est la première plateforme de financement participatif qui a été créée en 2008 en France, qui a un statut de prestataire de services d'investissement, qui est donc un agrément délivré par l'ACPR, qui dépend de la Banque de France. Hein. Donc, en fait, on est soumis à des process de contrôle stricts comme une banque, tout simplement. Et on est aussi une plateforme qui est société à mission, qui a le statut de société à mission. Alors, depuis 2008, quelques chiffres, nous avons collecté plus de 300 millions d'euros auprès de notre communauté pour à peu près 700 projets. La communauté qui grossit à chaque nouvelle société, la communauté aujourd'hui, c'est une communauté qui est principalement sur le territoire national, qui est constituée de 177 000 membres aujourd'hui, je crois même que c'est déjà 178 aujourd'hui, et nous avons au sein de cette communauté plus de 20 000 investisseurs actifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous proposons des projets en financement sur notre plateforme, effectivement, il y en a 20 000 qui se montrent actifs. Sur ces 20 000, il est important de savoir que ce sont des personnes physiques en grande partie, mais ce sont aussi des personnes morales. Tu peux passer, Sébastien, s'il te plaît. Maintenant, en ce qui concerne WeSeed Transition, sur la prochaine planche, s'il te plaît, Sébastien. Merci. WeSeed Transition, c'est donc la filiale de WeSeed dédiée à la transition avec un S, comme vous pouvez le voir, pour transition énergétique, transition environnementale et transition sociétale également. Vous avez ici quelques exemples de sociétés que nous avons déjà fait financer par notre communauté, dont certains pour les plus emblématiques, peut-être quand je parle des pôles mers, par exemple, comme Sabella ou Neoline, qui sont aujourd'hui en collecte. Aujourd'hui, plus de 30 millions d'euros ont été collectés sur cette activité de transition énergétique, environnementale et sociétale, avec une particularité qu'il est important de noter et qui fait que je vais en arriver à vous présenter le WeClub Économie Bleue, c'est qu'effectivement, plus d'une société sur deux est financée en actions. Voilà, donc c'est vraiment lors de souscription d'augmentation de capital. Ça va être l'objet effectivement du WeClub Économie Bleue que je vous présente donc sur la planche d'après. Alors, un WeClub. Qu'est-ce qu'un WeClub? Tu peux passer effectivement, Sébastien, s'il te plaît. Le WeClub, l'intérêt de ce WeClub, c'est que c'est un club d'investissement participatif. Alors, participatif, c'est-à-dire un ensemble d'investisseurs qui souhaitent investir dans des startups, dans l'innovation, hein, dans l'innovation maritime en l'occurrence, en lien avec la transition énergétique et environnementale. Alors, la particularité par rapport au fait que nous présentons généralement chez WeSeed des projets un par un, là, c'est un ensemble de projets que nous allons présélectionner, je vais revenir dessus, et que nous allons présenter à notre communauté. Ça veut dire qu'un investisseur qui décide d'investir dans des sociétés, c'est-à-dire qu'à travers une seule souscription, il va pouvoir répartir son risque et répartir son investissement sur plusieurs types de projets. Donc, c'est un portefeuille diversifié. C'est ça la particularité d'un WeClub. Ce WeClub a vocation à sortir de l'actionnariat des différentes sociétés financées dans un horizon de 5 à 8 ans. Et l'objectif de notre collecte, qui est donc un objectif en 2022, c'est de collecter de l'ordre d'1,5 million d'euros pour un minimum de 5 sociétés. Sur la slide d'après, le fonctionnement du WeClub est donc le suivant. L'idée, c'est de passer à travers un comité de sélection. Vous allez donc remettre, pour ceux qui sont intéressés, une candidature. C'est un deck, on va revenir dessus, hein, c'est un deck, pour justement une levée de fonds. Et donc, nous avons constitué un comité de sélection qui est constitué de représentants des deux pôles mers, effectivement, de la JV des pôles mers, d'un représentant de WeSeed et de 2 experts indépendants. Le rôle de ce comité de sélection, ça va être de sélectionner les sociétés à faire financer par les investisseurs du WeClub. Alors, comme vous voyez sur le schéma, sur cette slide, les investisseurs qui vont être un certain nombre vont donc être actionnaires du WeClub et c'est le WeClub lui-même qui va donc prendre des participations dans chacune des sociétés que nous aurons soumis à la communauté. Alors, bien évidemment, ce WeClub, qui est une SAS, a des AG, il a un représentant. Ce représentant siégera au comité stratégique des différentes sociétés financées ou au conseil d'administration s'il y a des conseils d'administration. Sur la planche suivante,
Je vais vous parler des critères de présélection. C'est quand même la base et l'information importante, effectivement, de ce webinaire. Les critères de présélection des sociétés que nous allons donc proposer aux différents investisseurs, c'est bien évidemment, autrement nous ne serions pas nous présents à ce webinaire, c'est le monde maritime en lien avec la transition énergétique et environnementale. Le financement doit trouver sa raison d'être dans la croissance de la société et non bien sûr dans le passé. Le montant minimum de l'investissement du WeClub dans chacune des sociétés financées sera de minimum 150 000 euros. Le maximum dépendra de la collecte, mais pourrait être de 300 à 400 000 euros par société maximum. Hein. Donc, c'est à peu près la fourchette, entre 150 et 300 400 000 euros par société financée par le WeClub, pour une fourchette de valorisation maximum de l'ordre de 3 millions d'euros pour chacune des sociétés. Il est important pour nous, bien évidemment aussi, que les dirigeants opérationnels soient au capital de la société. Là, je parle de pérennité de la société, d'interlocuteurs présents à long terme dans la relation que nous avons, bien évidemment. De même que les dirigeants actionnaires doivent dédier 100% de leur temps à la société. Bien évidemment, nous avons parlé d'innovation maritime, donc il est important que cette innovation et donc la propriété intellectuelle doit être détenue par la société, ou tout du moins un contrat de licence doit être exclusif et octroyé par un organisme public, c'est quelque chose qui est possible. Et en ce qui concerne la maturité de la société, peut-être que vous aurez des questions sur ce sujet-là, nous fixons, il faut une POC technique pour pouvoir bénéficier de cet outil de financement. En revanche, en termes de maturité du concept développé par la société, nous fixons un TRL maximum de 7. Voilà, bon, rapidement, au-delà, nous considérons que c'est des sociétés que nous pouvons financer en direct et qui n'ont pas besoin de cet outil de financement. Voilà, l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la répartition du risque pour les investisseurs dans plusieurs sociétés. Et donc, l'intérêt de cet outil, c'est encore une fois de venir financer des sociétés plus jeunes que des sociétés qui trouvent par ailleurs des financements sur des circuits plus classiques. Sur la dernière planche que je voulais vous présenter, c'était le calendrier de mise en œuvre de ce WeClub. Alors, excuse-moi Sébastien, mais là pour le coup, on est sur la présentation globale. Oui. Voilà, sur le calendrier, je peux déjà commencer. Sur le calendrier, l'idée, voilà, merci Sébastien. L'idée, c'est effectivement que les sociétés intéressées par ce dispositif joignent, alors tu vas en parler après, je crois, Sébastien, des contacts, mais effectivement, nous envoient leur deck avant le 15 février pour que la JV des pôles, et donc les pôles maires ensemble, fassent une présélection des sociétés avant fin février pour lancer la collecte, qui va durer de l'ordre de 4 mois, pour lancer la collecte à partir de mars. La collecte, c'est le cœur de métier de WeSeed, et la collecte comme l'audit, hein, la due diligence des sociétés. Cela va prendre quand même du temps, bien évidemment. Ça va nous amener jusqu'à fin juillet, normalement. Ensuite, nous réunirons le comité de sélection dont je vous parlais tout à l'heure. Le comité de sélection qui sélectionnera et proposera aux différents investisseurs qui auront décidé d'investir dans les sociétés, nous leur proposerons les sociétés sélectionnées, c'est-à-dire celles qui ont passé non seulement la présélection, mais l'audit, réalisé par WeSeed, comme je vous le disais. Et les investisseurs du WeClub, c'est quand même eux qui ont leur dernier mot, seront sollicités pour un sondage. Voilà. Suite à ce sondage, effectivement, les différentes sociétés seront contactées pour signature d'une LOI, d'un pacte d'associés. L'idée étant clairement un financement des sociétés, donc un versement des fonds pour chacune des sociétés avant fin octobre 2022. Voilà pour le calendrier. Je suis allé peut-être un peu vite, mais place aux questions maintenant, si vous en avez. Merci Romain. J'en avais quelques-unes de préparées, en tout cas par avance, mais quels sont les frais appliqués aux sociétés candidates et aux sociétés financées? Oui, bien sûr. Les frais, alors qu'on soit très clair, il n'y a pas de frais de dossier. Les frais appliqués aux sociétés candidates sont des frais qui sont donc
exigibles au versement des fonds. Donc, ils sont de deux natures. Il y a une commission au succès, qui est donc un pourcentage de la collecte et des fonds versés à la société financée. Ce pourcentage est de 7%. Donc, 7% des fonds collectés dédiés à la société, considérés, encore une fois, je le rappelle, c'est un ensemble de sociétés qui sont financées au travers de la collecte. Mais si une société, en gros, effectivement, bénéficie de 200 000 euros, c'est donc 7% de 200 000 euros qui sont impliqués. Ça, c'est la commission succès. Et il y a effectivement ce qu'on appelle un running, c'est pendant la présence du WeClub à l'actionnariat de la société financée, il y a 3 000 euros par an à payer pour la gestion de la masse d'investisseurs et du WeClub. D'accord, ok, c'est très clair. Autre question posée, un co-investissement est-il possible dans les sociétés financées avec, par exemple, des business angels, venture capital, etc. Bien sûr, bien sûr. J'ai donné les tickets d'investissement du WeClub dans chacune des sociétés. Il est clair, et je crois que le témoin, enfin je ne crois pas, je le sais, le témoin qui parlera après moi, effectivement, du WeClub Santé, qui est le premier WeClub que nous avons mis en place chez WeSeed en 2021, donc qui est un outil qui a déjà son retour d'expérience. Effectivement, vous en parlerez, Marc, juste après moi, mais effectivement, c'est le cas. Il a bénéficié d'un certain ticket de financement du WeClub Santé, mais le tour de table est bien plus important. D'accord. Alors, je m'excuse, j'ai un tout petit écran. Est-ce qu'une société de service appliquant une innovation d'usage dans le secteur maritime et souhaitant évoluer vers des prestations pour les EMR serait éligible? Oui, oui, oui. Après, il y aura une présélection réalisée par la JVD Polmer, donc les deux Polmer ensemble. Il va falloir regarder le business model dans son ensemble. C'est vrai que là, qui dit service dit peut-être qu'il n'y a pas d'innovation. C'est ça qu'il faudra regarder effectivement dans le détail. Mais dans l'absolu, on ne ferme bien sûr pas la porte des sociétés tant que leur domaine d'activité, c'est la transition énergétique et environnementale au sein du monde maritime. Et alors, question peut-être subséquente, mais pouvez-vous donner quelques exemples de sociétés qui seraient de bons candidats à être financées? Le portrait type, on va dire, de l'entreprise à financer. Alors peut-être en termes de secteur et de maturité. Alors, secteur, c'est vaste, hein, La mais maturité, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. C'est vrai que il faut bien avoir en tête pour chacune des sociétés qu'il y a une présélection, comme je disais, par la GVD Polmer. Donc cette présélection, elle va principalement porter sur le marché, sur l'innovation de la portée par la société, sur le business model, sur le prévisionnel, etc. Ça, c'est une chose. Derrière, qui dit financement participatif, dit collecte et dit communauté d'investisseurs qui sont, je l'ai dit, en grande partie des personnes physiques. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Ça veut dire que les sociétés doivent plaire à une communauté aussi. Voilà, leur innovation doivent plaire, doivent parler. Voilà ce que j'aurais envie d'ajouter dans ce qui n'est pas écrit dans ce que je vous ai présenté, en fait. Maintenant, je n'ai pas de société plus candidate qu'une autre, en fait. Hein. Je vous ai donné une grille. Alors, on pourra en reparler même lors de la présélection avec vos interlocuteurs. Chacun d'entre vous pourrait interroger les Polmer à ce sujet-là, puis moi-même par la suite. Mais effectivement, il y a une grille d'éligibilité. Celle-ci est importante. Après, on ira au cas par cas de toute façon, effectivement. ça rejoint un petit peu les autres questions aussi, mais enfin, où tu as peut-être déjà répondu. Quel est le niveau de TRL minimum attendu? Donc, c'est maximum TRL 7 pour la technologie développée, c'est bien ça? Oui, tout à fait. L'idée, encore une Et fois, c'est de répartir le risque. Il faut bien avoir ça en tête. C'est une société qui a un TRL plus élevé que 7, elle trouve des financements par ailleurs aujourd'hui. Chez WeSeed, bien sûr, en direct, mais chez d'autres. Et là aussi, l'un n'est pas exclusif de l'autre, hein, d'ailleurs. Nous avons l'habitude nous-mêmes de travailler souvent avec des business angels, des VCs, etc. C'est juste que quand on est dans un TRL supérieur, on sait trouver des financements. Pour nous, ce qui nous a guidés dans cette idée de WeClub Santé l'année dernière et aujourd'hui WeClub Économie Bleue, c'est bien de proposer un outil de financement des sociétés qui ont plus de difficultés à trouver des financements
parce que leur niveau de maturité est tel qu'elles sont considérées comme un peu jeunes aujourd'hui. Voilà. Typiquement, elles n'ont peut-être pas à ce stade encore de contrats sur les 5 ans qui viennent, de contrats commerciaux, hein, je veux dire, pour les 5 ans qui viennent. Voilà. Ce qui est souvent un des gros critères aussi, hein, ce que j'appellerais la POC commerciale, tout simplement. Et donc, c'est Boris qui pose cette question-là, mais donc, utilisez-vous des indicateurs d'impact comme les fonds à impact? C'était la suite de la première question. Nous avons nos propres. Alors, nous faisons un scoring ESG chez nous, hein, quand même. C'est important de chacun de nos projets. Ils sont notés. Je vous invite à aller sur le site WeSeed. Ça sera pareil. Je le dis pour le WeClub Économie Bleue. Hein. Je vous invite à aller voir chacun des projets aujourd'hui qui sont en collecte. Et vous verrez, il y a un scoring de chacun des projets ESG. Donc, ça, c'est le premier point. Après, nous avons nos propres critères internes. Ça fait 12 ans 13 ans même maintenant que WeSeed existe. Nous avons nos propres comités internes de due diligence. Et à ce titre-là, effectivement, au sein de WeSeed Transition, c'est une discussion que nous avons sur chacun de nos projets. C'est est-ce qu'on est bien dans le cœur de la transition énergétique, environnementale et sociétale. À chaque fois que nous avons un projet, c'est comme ça d'abord que nous le traitons. Très bien. Bon, je n'ai pas tout la liste des questions, mais je vais encore en prendre quelques-unes et on passera à Marc et on aura encore une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les indiquer. Bon, je vais encore en prendre une ou deux. Ce financement est sous quel format, si entré au capital, alors calculé sur quelle base CSVP? Je suppose Alors, sur quelle base là, si on parle en termes de prise de participation, sur quelle base? C'est-à-dire que on a un ticket dont je parlais tout à l'heure, minimum de 150 000 € par société financée. Premier point. Deuxième point, il y a la valo en face, la valorisation pré-monnaie de la société. C'est bien sûr un enjeu comme pour toute levée de fonds et comme avec tout interlocuteur investisseur. Il y a un enjeu bien sûr sur la valo qui sera bien sûr challengé dans le cadre du process de financement du WeClub Économie Bleue avec chacune des sociétés. Et par rapport à ça, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un certain pourcentage. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais effectivement, le WeClub Économie Bleue, donc la société elle-même, le WeClub que je vous présentais tout à l'heure, hein, la SAS, cette société interposée n'a pas vocation à être majoritaire au sein des sociétés dans lesquelles elle prend des parts. Voilà, c'était peut-être ça le sens de la question aussi. Ouais, je pense. Et une dernière question avant de passer à la parole à Marc, et cette question, je pense, est pour moi-même ou Frédéric. Les projets doivent-ils avoir le label d'un des Polmer? J'aurais tendance à dire que non, pas forcément, parce que là, on labellise, c'est un outil pour soutenir l'entreprise. Après, ce n'est que mieux si on a fait l'objet d'un projet collaboratif innovant, mais ce n'est pas une condition impérative. Frédéric, si tu veux compléter. Oui, non, je partage. Je pense que une société qui peut rentrer dans le cadre des critères d'éligibilité d'un WeClub peut avoir déjà plusieurs projets innovants ou enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrainte forte de ce point de vue-là. On peut espérer que effectivement l'un des projets soit labellisé par les pôles, mais bon, c'est pas une condition nécessaire et s'il y a un bon projet, bien évidemment que il n'y a pas de sujet. Il faut qu'il présente sa candidature. Ok. Écoutez, je vous propose de continuer à renseigner vos questions sur la partie questions de l'application. Et donc, on va continuer, je dirais, cette présentation avec Marc Augustin, président de Diagnostic, qui a bénéficié donc d'un WeClub santé l'an dernier, donc, qui va nous faire un retour d'expérience. Marc, la parole est à vous. Très bien, bon, je vais essayer d'être aussi court que possible. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité d'intervenir dans cette session parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque part une vraie chance pour nous d'avoir pu participer à ce WeClub santé. J'en profite pour remercier très rapidement Maxime, Bastien, Nils, Aurore et Romain ici présents qui nous ont bien accompagnés dans ce processus et également Guillaume Véter-Genoux qui est quelqu'un de très important dans l'incubateur SEMIA avec lequel WeSeed
à contracter pour pouvoir fabriquer quelque part ce WeClub Santé. Donc, en 2 mots, ce WeClub Santé nous a permis de lever des fonds à un instant où la société est à un instant très important pour la société, ce qui va m'amener à vous dire 2 mots sur la société pour que vous compreniez bien à quoi va nous servir cet argent. Donc, vous voyez sur ce slide, nous, on s'intéresse à l'ORL et on fait des dispositifs médicaux pour l'ORL. Alors, je vais faire très, très court. On s'intéresse à 2 maladies dont certains d'entre vous, j'en suis certain, peuvent être atteints, que sont la sinusite chronique et la rhinite chronique. Ça touche énormément de personnes dans le monde, on a plus de 17 millions rien qu'aux États-Unis et en Europe, et le marché est absolument énorme, c'est 14 milliards d'euros. Donc, et c'est des maladies qui ne cessent d'augmenter du fait de la pollution, de l'urbanisation et voire même du réchauffement climatique. Donc, l'objet, c'est pas de rentrer dans le détail des solutions, mais on a des implants résorbables avec un produit actif qu'on place dans la fosse nasale et qui viennent traiter ces 2 maladies en remplacement de traitements qui peuvent être parfois invasifs comme la chirurgie. Donc, WeSeed, donc en termes de stade de développement, eh bien, nous allons rentrer en préclinique là en Q1 2022 en faisant des essais in vitro puis sur animaux avec l'objectif début en Q1 2023 de faire ce qu'on appelle le first in man, qui est un instant très important dans une société de medtech qui est le premier essai sur l'homme. Donc, et là, le financement dont on a besoin actuellement, c'est pour nous permettre d'atteindre ce first in man en 2023. Et bien WeSeed, via le WeClub, nous a permis de lever un montant relativement important. Et comme je crois que c'était une question d'un de vos participants, on en a profité pour faire rentrer d'autres business angels pour cette levée. Et WeSeed nous a permis de faire quelque part, nous a crédibilisé et nous a quelque part aidé à faire un effet de levier auprès de ces business angels pour pouvoir faire finalement une levée de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est d'autant plus important pour nous que nous avons également, comme c'est le cas de beaucoup de sociétés deep tech comme la nôtre, nous pouvons bénéficier d'aides de la BPI. Mais ces aides de la BPI sont conditionnées par des niveaux de fonds propres. Autrement dit, en gros, on peut dire qu'il y a une règle qui est quand vous avez 1 euro de fonds propres, c'est-à-dire 1 euro de capital pour faire simple, eh bien, vous pouvez obtenir jusqu'à 1 euro d'aide de la part de la BPI. Alors, ce n'est pas forcément de l'aide, ça peut être aussi des prêts, ça peut être de l'avance remboursable ou de la subvention. Mais en tous les cas, c'est non dilutif. Ça ne vient pas réduire votre ownership, comme on dit, votre part de propriété dans l'entreprise. Donc, nous, cette levée, grâce à WeSeed, on a pu faire 2 choses. C'est d'une part accélérer le mouvement pour faire rentrer des business angels et bien contribuer à réunir le montant de fonds propres qui vont nous permettre de bénéficier de cette aide de la BPI. Voilà. Alors, en gros, voilà un peu le schéma. Donc, ça va vraiment nous aider pour pouvoir financer la société. Et ce que je peux dire aussi, c'est que eh bien, il y a eu un processus qui a été finalement relativement court, très bien balisé par WeSeed. C'est vrai que vous nous avez quand même bien mis j'allais dire dans une seringue, mais ce n'est pas du tout négatif de mon côté, mais ça a été extrêmement bien accompagné avec des jalons qui étaient extrêmement précis. Et puis, il s'est passé toutes les étapes qui se passent quand on fait une levée de fonds. C'est on présente un premier deck qui est, comme le disait tout à l'heure Romain, qui est regardé par un comité qui décide ou pas de rendre le projet éligible. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle une due diligence où eh bien, le projet est scruté de façon un peu plus détaillée, de telle sorte au final, si la décision du comité d'investissement est positive, eh bien, de vous proposer sous forme d'une lettre d'intention eh bien, un investissement dans la société avec, comme le disait Romain, un montant et une valorisation. Tout ce processus-là s'est passé de façon extrêmement fluide avec WeSeed. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas discuté. On discute toujours, notamment quand on parle de valorisation, on discute toujours. Mais tout ça s'est passé de façon fluide et on a fini par aboutir.
Parfait, merci Marc pour ce retour un peu plus précis et puis je pense illustrant et parlant pour l'audience. Je vous propose hop là, de prendre quelques questions aussi donc, supplémentaires. Euh, je, je m'excuse, hein, j'ai un tout petit volet, mais donc je vais les prendre dans l'ordre. Il y en a une pour Marc, je crois, derrière. Mais je reviens donc peut-être pour Romain. La thématique Smartport sans le volet environnement, mais le volet performance, fait-elle partie des thématiques d'investissement de WeSeed? Si on parle de performance énergétique, oui, par exemple. D'accord. Oui, je pense que c'est l'optimisation Qui dit smart, a d'accord. priori, oui. Donc oui. Euh, une question de Céline. Les demandes peuvent-elles être déposées à plusieurs dates dans l'année? Je pense que la réponse est non, hein. On a vu le Non, calendrier non, tout à l'heure qui est non, assez effectivement. précis. Effectivement. Alors, vous aurez l'occasion, effectivement, ceux qui sont intéressés, de prendre contact avec les pôles-maires pour cette présélection. Je le précise, la présélection, c'est pas un gros dossier, hein. Une société qui est en cours aujourd'hui de levée de fonds, le deck dont on parle, on en parlera plus tard, bien évidemment, mais c'est 15-20 pages qui doivent être bien sûr très précises, mais c'est 15-20 pages. Donc, si une société elle recherche des fonds aujourd'hui, elle a déjà ce deck, hein. Donc la présélection, elle a lieu sur cette base. Voilà. Mais effectivement, non. L'idée pour les investisseurs, c'est de réaliser un investissement dans le WeClub qui lui-même versera des fonds dans les sociétés financées avant la fin de l'année. Donc quand on fait le rétro-planning, c'est effectivement une réception des candidatures, comme je le disais tout à l'heure, au 15 février au plus tard. Très bien. Philippe, et c'est vrai que autour de la table ici présent, on a aussi des investisseurs euh, qui posent une question, comme les FCPR ou FCPI, quels sont les frais pour les investisseurs? Bonne question. Des frais à la souscription. Je vous invite, d'ailleurs, vous pouvez aller voir le WeClub Santé, vous inscrire chez WeSeed, vous verrez, le WeClub Santé, il existe encore aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on peut faire en plusieurs tranches. Et vous verrez, effectivement, en tant qu'investisseur, il est 0,9% de souscription, et si je me souviens même 2% sur l'investissement réalisé par chacun d'entre eux. C'est ce qui me semblait, mais je ne voulais pas répondre pour toi. Bon, ben voilà. Donc c'est ça. Euh, Autre question de Nicolas, pouvez-vous préciser la valorisation attendue, base de départ et de sortie? Alors, base de départ, je l'ai dit, c'est la valo pré-monnaie avant levée de fonds. Ça, je l'ai dit, on se fixe une limite à 3 millions d'euros. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas des cas particuliers, mais voilà, dans les grandes lignes, pour l'instant, on est plutôt sur cette base. Ça, c'est la valorisation pré-monnaie. À la sortie, donc à 5 et 8 ans, entre 5 et 8 ans, comme je le disais tout à l'heure, et ben à la sortie, on prend des parts et on ne fixe pas les choses à l'avance, effectivement. Donc, pour le coup, un investisseur, que ce soit une personne physique ou morale, quand il place de l'argent dans le WeClub, qui lui-même va donc souscrire à plusieurs sociétés, plusieurs augmentations de capital dans différentes sociétés, et ben effectivement, charge à chaque investisseur, c'est bien pour ça que c'est lui qui a le dernier mot, de prendre en considération ce qui lui aura été présenté, les business models de chacune des sociétés, mais le risque n'est pas égal à zéro et on ne fixe pas de sortie au sens de TRI attendu par rapport aux dirigeants. Voilà. J'espère que c'est clair. D'accord. Marc, est-ce que vous voulez compléter sur ce point-là, valorisation? Tout à l'heure, vous disiez que c'était effectivement un point crucial de la discussion. C'est un point crucial parce qu'évidemment, quand on est créateur d'entreprise, on croit à son projet et on cherche évidemment entre guillemets, à le vendre le plus cher possible. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à la valorisation parce que d'une part, si effectivement on a une valorisation trop élevée à un tour, ça peut compliquer les choses pour le tour suivant. Ça, c'est la première chose. Et je dirais qu'il faut relativiser aussi cette histoire de valorisation dans la mesure où ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est moins la valeur à l'entrée que la valeur à la sortie qu'on évoquait à l'instant. Et quelque part, maintenant, il y a des systèmes
l'on met sous un chapeau qui s'appelle le management package, qui fait que, eh bien, même si la valorisation n'est pas forcément celle auquel on s'attendait au départ, elle peut être considérablement améliorée via ce management package, qui n'est rien d'autre qu'une façon de se relever en fonction d'atteinte d'objectifs. Nous avons ça dans la société, qui est, en gros, c'est si on atteint un certain TRI, on nous rétrocède une partie de la survaleur générée de telle sorte à ce que ça puisse nous relever au moment de l'opération de liquidité, c'est-à-dire quand effectivement la société sera vendue. Parfait, merci pour cette précision, Marc. C'est toujours intéressant d'avoir le côté miroir de la chose. Autre question qui nous concerne, nous, je pense, Frédéric, en tant que pôle, mais aussi Romain et puis donc les membres du comité de sélection, c'est est-ce que les personnes qui étudient les candidatures signent un accord de confidentialité afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts potentiel entre tous les acteurs de l'écosystème? Frédéric, est-ce que tu veux répondre à la question? Ouais, ça y est, j'ai pris. A priori, les pôles et les équipes d'animation des pôles sont soumises naturellement à une stricte confidentialité déjà dans leur contrat de travail. Donc nous, on n'a pas au pôle maire, je veux dire, mis en place de NDA ou de systèmes de ce type-là, parce que en fait, ça fait déjà partie de notre métier. Quand on instruit les projets, on est déjà tenu à cette confidentialité. Ça fait partie de notre déontologie et il y a toutes les clauses qu'il faut, je veux dire, dans nos contrats. Donc pour le pôle mer méditerranéen, en tout cas, on n'a pas signé de NDA. Voilà. Et donc, si je peux compléter, donc, en tout cas, voilà, tous les personnels sont sous NDA lorsqu'ils travaillent. La convention qu'on a mis en place avec ici Transition est également bien explicite en ce sens. Marc, peut-être que comment est-ce que ça peut aussi être intéressant d'avoir le point de vue de l'entrepreneur. Comment est-ce que vous avez géré la question de la confidentialité, justement, des informations transmises ou pas à WICID, parce qu'on parle quand même de crowdfunding, donc voilà, c'est effectivement un peu bizarre de voilà, donner beaucoup de choses, mais pour décider, mais en même temps pas trop, quoi. Alors, c'est surtout dans notre secteur où on est sur des temps longs de développement avec des efforts de R&D qui sont extrêmement coûteux. On est quand même jaloux de garder un peu nos secrets de fabrication et nos petites recettes parce que faut pas se cacher, le milieu médical et en particulier des medtech est un milieu où on adore se piquer les idées. Donc, on est d'autant plus sensibilisé à ce problème-là. Donc, en fait, là, d'une part, moi, WICID, enfin, c'est comme ça, Romain, vous me contredirez éventuellement s'il le faut, mais WICID a quasiment le statut d'un fonds d'investissement avec toute la déontologie qui est attachée. Donc, de ce côté-là, nous, on n'a eu aucun souci à transmettre les documents nécessaires, sachant qu'ils avaient pour but exclusif d'être revus par le personnel de WICID, qui lui-même est tenu à cette confidentialité que vous venez de détailler. Mais il est effectif que pour informer plus largement un public, notamment les WICIDeurs, si je puis dire, il fallait bien donc qu'on donne un support. Et là, on a mis au point un support qui permettait quand même de se faire une idée assez précise du projet, mais sans délivrer de secrets ou de choses si confidentielles qu'elles ne puissent pas être délivrées, pour que les gens puissent quand même se faire une idée. Donc, nous, on n'a pas eu de problème de ce point de vue-là. Et je trouve que le process a été extrêmement respectueux de la confidentialité. Oui, j'ajouterais, alors, nous ne sommes pas un fonds d'investissement, pardon Marc, hein, si on joue sur les termes, c'est vraiment, nous sommes une plateforme de financement participatif et donc nous sommes prestataires de services d'investissement et à ce titre-là, bien évidemment, la déontologie est très stricte. On est tenu à la confidentialité, chacun d'entre nous, chacune des personnes qui travaillent chez WICID. Au-delà de ça, ce que je dis souvent avec les partenaires avec qui je travaille et que nous mettons et quand on étudie leur projet, c'est que de toute façon, le dirigeant, à la fin, c'est lui qui a la main sur l'information qu'il va mettre en ligne sur la plateforme WICID. Voilà. Alors, on le sait bien, plus on en donne, plus ça donne envie à des investisseurs de venir. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais dans les faits, la confidentialité, elle est gérée finalement par le dirigeant. En fait.
dans l'information. En revanche, de la due diligence, Marc, c'est ce que vous venez de dire, de la due diligence des sociétés, effectivement, là, il faut nous en donner beaucoup pour qu'on puisse bien faire notre travail en tant que PSI. Mais à ce titre-là, et clairement, oui, on est soumis à la confidentialité très strictement. Autrement, notre business, il s'écroule de toute façon, pour être très clair. Merci Romain. Autre question, je pense pour toi, de Philippe. Que se passe-t-il si vous financez déjà chez WeSeed des entreprises concurrentes et que la solution innovante à financer est disruptive vis-à-vis d'elles? C'est une bonne question. Alors, bon, je vais répondre un peu, je vais contourner la question juste en disant que de toute façon, on étudie au cas par cas, encore une fois. Mais ça nous arrive effectivement d'avoir des sociétés, je vais être plus direct, des sociétés concurrentes en collecte chez WeSeed. Il est clair que quand ça arrive, car nous, notre intérêt, c'est que nos investisseurs aient envie d'investir. Et ils peuvent avoir envie d'investir dans deux sociétés concurrentes. Mais dans ces cas-là, on ne va pas les mettre en collecte au même moment. On va jouer sur les calendriers. Mais si vous connaissez bien WeSeed, je pense que certains d'entre vous connaissent bien, vous verrez, on a des sociétés qui sont concurrentes. Maintenant, sur des marchés, justement, et c'est l'idée de ce WeClub, sur des marchés nouveaux, et la mer, on le sait, et là je parle en tant qu'ancien administrateur du pôle mer Bretagne Atlantique, la mer c'est très très grand, le marché il est très grand, il y a la place pour beaucoup. Donc il n'y a pas de raison de se fermer la porte d'une société à une autre qui serait une société concurrente. Ok. Une question de Gonaël, enfin, c'est peut-être une remarque, mais il faut à la fois avoir un prototype opérationnel et être sur un TRL inférieur à 7. La marge est très étroite. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis moi-même pas le plus adepte des TRL, mais pour répondre à Philippe, on ne sera pas sur des TRL inférieurs à 4. En revanche, c'est vrai que j'ai parlé du TRL 7 max, mais inférieur à 4, on ne le fera pas. Ce sera beaucoup trop jeune. Donc oui, la marge est limite. Derrière, pour certaines sociétés, c'est 3 ans, 4 ans de développement du TRL 4 au TRL 7 quand même. Voilà. Bon, chaque fois, c'est du cas par cas. Une question d'Isabelle, combien de projets la JV sélectionne-t-elle sélectionne-t-elle l'idée, hein, je crois, c'est d'en avoir une dizaine en présélection. Romain, tu confirmes, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on s'est dit, nous. L'idée, c'est derrière, il faut aller collecter les fonds pour ces différentes sociétés que nous aurons présélectionnées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être financées. Hein. On présélectionne, on lance une collecte. Ensuite, comme je vous le montrais sur le calendrier, il y a l'audit des sociétés. Toutes ne passeront pas l'audit. Et puis le sondage des investisseurs. Et là aussi, le sondage peut faire qu'une société n'est pas élue par les investisseurs. Donc, effectivement, ce qu'on s'est dit, nous, dans notre partenariat, ce qu'on s'est dit, c'est effectivement au moins une dizaine de sociétés présélectionnées pour en financer 5 à la fin. Voilà. Donc, je sois clair, si ça, je n'ai pas de doute, j'espère qu'on recevra les candidatures, on va le faire. Là, je vous parlerai de 2022. C'est un outil qu'on aimerait ensemble reproduire les années qui suivent, de toute façon. Voilà. D'accord. Une question de Nicolas, mais donc il a dû se tromper, pas vous. Il indique d'assurer la grille, je pense que vous évaluez la grille, donc ensuite il y a un vote des actionnaires pour le choix final. Oui, la question, c'est effectivement, ce sont les WeSeeders, donc communauté réunie par WeSeed, qui au final, après l'été, c'est ça, Romain, Oui. engage. Voilà. C'est donc, alors ce ne sont pas tous les WeSeeders. Le sondage, ce sera les WeSeeders qui auront décidé de souscrire dans le WeClub. Donc c'est après la collecte. Donc ce sont ces WeSeeders-là. Voilà. Daniel qui pose une question, est-ce que l'aquaculture et l'écologie sont aussi considérées comme sociétés éligibles? Oui. À partir du moment où on est sur des Je pense secteurs pas. avec des transitions. Frédéric et Sébastien, c'est votre rôle en présélection. Moi, Ah oui, enfin Frédéric, si tu veux
compléter, mais oui. Oui, je pense que oui, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où on reste dans l'esprit de ce WeClub avec les impacts attendus comme ça a été présenté. Il n'y a pas de raison que un projet d'aquaculture ne puisse pas être éligible. Ça ne veut pas dire que tous les projets d'aquaculture le seront, mais globalement, il n'y a pas de difficulté à considérer ces projets dès lors que l'objet du projet est bien conforme, on va dire, au positionnement du WeClub. Alors, je pense qu'on va prendre une ou deux questions encore. Roland qui demande le WeClub a-t-il un objectif de durée de présence dans les sociétés? Romain, tu l'as abordé ce point-là, me semble-t-il. Oui, c'est entre 5 et 8 ans. Ok. Alors ça, c'est, je pense, une question d'un investisseur. Euh, Peut-on sortir si pas de liquidité des sociétés investies? Je comprends bien, Là, c'est une question d'investisseur. Effectivement, c'est tout le sujet, c'est qu'on préfère que ça n'arrive pas, ce cas-là. Donc, c'est les conditions de sortie qui sont définies dans la LOI, dans le pacte d'associés, en fait, qu'on signe avec chacune des sociétés. Alors, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de conditions de sortie subordonnées, par exemple, à un certain TRI de l'investissement, enfin de la prise de participation, etc. Mais effectivement, on fixe quand même des règles de sortie et parce que la vocation du WeClub, c'est quand même bien effectivement de sortir de l'actionnariat des sociétés de 5 à 8 ans. Donc oui, il faut quand même une liquidité. D'accord. Et autre question, qui sont les deux experts dans le comité de sélection? Alors, il y a 5 personnes en tout dans le comité de sélection, donc, euh, et donc la question, est-ce qu'il y a des représentants des investisseurs? Pas dans le comité de sélection. Les investisseurs du WeClub ont un rôle majeur, c'est à la fin du process, c'est effectivement le sondage. Et puis ils ont un rôle majeur, bien sûr, il faut qu'ils soient là pour qu'on puisse collecter, de toute façon. Mais non, dans le comité de sélection qui va donc proposer des sociétés à financer, comité de sélection, effectivement, il y a donc deux experts indépendants. On peut les nommer, Sébastien, Frédéric. Bien sûr, oui. Donc c'est vous, en l'occurrence, qui les avez sollicités. Donc je vous laisse la main. Donc côté Polmer Méditerranée, c'est Vincent Alcanis qui est cofondateur de la société Piteas. Piteas développant un certain nombre de solutions très innovantes à partir de capteurs piézoélectriques. Bon, ils ont, on va dire, déjà vécu ce type de financement et on peut dire que Vincent est assez expert de la question, donc il nous a semblé tout à fait légitime de le mettre en tant qu'expert. Et j'ajouterais que la société Piteas est membre des deux pôles mères. Et effectivement, donc l'autre représentant, c'est Jean-Luc Longe-Roche, fondateur de GEPS Techno, qui a également un passé, je dirais, assez fourni en tant que créateur d'entreprise. Hein. Voilà, qui est aussi administrateur du pôle d'ailleurs par ailleurs. Une autre question, je pense aussi de plutôt côté investisseur, quel ratio prévu de dépôt de bilan dans les sociétés investies? C'est toujours compliqué à savoir C'est très d'abord. technique, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, effectivement. Je suis désolé de répondre aussi directement. Une autre question assez technique, quelle différence avec une SIBA, Société d'investissement de Business Angels? C'est assez clair, je pense. Qu'ils prennent contact avec moi et qu'ils nous en parleront. Ce sera aussi simple. Là aussi, c'est assez technique. Autre question, donc pour 5 projets financés in fine, combien comptez-vous en présélectionner? Alors, c'était ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Voilà, donc une dizaine pour avoir au final un portefeuille de 5 sociétés. Je prends, je suis en train de défiler les questions sur un tout petit écran, mais voilà. J'ai aussi des gens qui me demandent des prises de contact, donc ça on fera le lien bien sûr. Hein.
Vous aurez la présentation et le webinaire sera visible en replay. Peut-être une question. Est-il possible d'échanger par téléphone pour faire une présélection afin d'éviter de réaliser un deck pour rien? Oui, bien sûr, aucun souci. C'est Thierry qui pose cette question. Évidemment, si vous n'avez pas de deck à ce stade, on peut d'ores et déjà faire un premier tour d'horizon sur ce qui est possible. Je vois l'heure qui tourne. Je propose une dernière question. Je suis désolé, je vais prendre l'ordre. On essaiera de répondre aux autres par la suite par mail. C'est bien, en tout cas, voilà, je pense que c'est aussi satisfaisant pour notre panel d'intervenants d'avoir aussi beaucoup de questions. Quelqu'un qui pose une question, c'est Philippe. 8 mois, c'est considérable vis-à-vis de l'urgence climatique et un délai qui permet de passer d'un TRL2 à 4, surtout si on est en recherche industrielle, EMR, et pas fondamentale biotech. Alors, pardon, excusez-moi, il n'y a pas vraiment de question là-dessus, je pense en plus une remarque. Et alors, une autre question de Frédéric. Un autre appel WICID Blue Market est-il prévu en début 2023 SVP? Alors, on va déjà faire 2022. Mais donc, si la question c'est de se positionner sur 2023, il n'y a pas de raison. Si 2022 fonctionne bien, peut-être pas s'appeler Blue Market, hein, on va rester sur une dénomination française, mais donc un Oui Club Économie Bleue, tout à fait envisageable. Je ne sais pas, je parle peut-être pour Frédéric et Romain, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bon, on va tirer. C'est une première expérience. Effectivement, on espère on espère tous que ça donnera des opportunités de financement aux membres des pôles et au-delà aux startups de l'économie bleue. Si l'essai est concluant, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à le reconduire à l'avenir. Parfait. Écoutez, je vous propose qu'on se répartisse les questions qui restent et qu'on y réponde par mail séparé, hein. Je ferai la répartition a priori. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Donc, on va devoir se quitter. Donc, vous avez les 2 points de contact sur les façades Atlantique et Méditerranée, hein. Donc, moi-même, mon adresse mail et Christian Planès pour le pôle mer Méditerranée. Et je vais peut-être remontrer la partie calendrier. Voilà, donc la réception des decks, donc avant le 15 février 2022. Voilà. Et donc pour une présélection pour la fin du mois de février. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura permis de vous faire familiariser avec ce nouvel outil que les pôles sont très heureux de partager et de mettre en place avec WICID. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous revenir pour des questions et nous vous ferons suivre les planches de ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci à nos intervenants. Merci également, merci à vous. Et Bonne merci. soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.